Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, clôture à Kigali ce vendredi du 23e sommet mondial sur le Conseil du voyage et du tourisme. Les participants ont mis un accent sur la nécessité de conjuguer les efforts pour tous les pays et d'exploiter au mieux toutes les ressources relatives au secteur touristique. Jean Damascène Manishimé pour les détails. Au dernier jour de ce sommet, les participants ont échangé sur la diversification des domaines pouvant concerner le tourisme, en particulier sur le continent africain. Et un accent particulier a été mis sur le tourisme sportif, qui exige la mise en place des infrastructures relatives à ce domaine. La ministre rwandaise des Sports, Aurore Munyangaju-Mimoza, a montré que le tourisme sportif a déjà commencé à relever le niveau des différentes disciplines sportives dans le pays. La veille au premier jour de ce sommet, les différentes personnalités ont mis un accent sur la coopération qui doit caractériser les pays sans oublier de supprimer tout ce qui compromet encore aujourd'hui l'évolution du tourisme. Sur base de l'exemple du Rwanda, le président de la République Paul Kagame a plaidé pour la suppression de toutes les entraves à la libre circulation des personnes et des biens, en particulier en Afrique. Globally, the travel and tourism industry has recovered strongly. Globalement, l'industrie des voyages et du tourisme s'est fortement redressée. Mais le coût élevé du transport aérien vers l'Afrique et intra-africain reste une barrière. La mise en œuvre du marché aérien unique africain est une importante priorité. Nous avons également supprimé les restrictions de visa pour les citoyens de tout pays africain, aussi bien que ceux d'autres pays. Removed visa restrictions for citizens of every African country, as well as many other countries. La présidente de la République unie de Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, a fait observer que l'Afrique et le tourisme sont inséparables, car c'est un continent riche en sites touristiques, en parcs nationaux, ajoutant que les gouvernements et leurs partenaires devraient déployer davantage d'efforts dans l'exploitation de ce secteur essentiel. L'Afrique devrait garantir l'accès aux ressources d'information sur les coutumes, traditions et pratiques culturelles locales. L'Afrique devrait raconter sa propre histoire dans ses propres termes et établir un récit positif sur notre continent. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester silencieux en cette ère de fausses nouvelles. Nous devrions nous lever et mettre les pendules à l'heure. L'Afrique n'est pas seulement de l'avenir, elle l'est maintenant. La présidente et directrice générale de l'Organisation mondiale du voyage et du tourisme, Julia Simpson, a révélé que le secteur fait un retour en force, revenant à la vigueur d'avant la pandémie de Covid-19. Notre rapport montre qu'avec une vision correcte, les voyages et le tourisme pourraient augmenter le produit intérieur brut de l'Afrique de 50 milliards de dollars d'ici 2033 et créer plus de 6 millions d'emplois. Exploiter au maximum les opportunités touristiques pour le bien des pays africains, c'est aussi un point souligné par le vice-président du Burundi, Prosper Bazombanza, qui a montré que ce passage est obligé pour le développement des pays africains en particulier. Ayant conscience de l'importance du secteur du tourisme pour les économies nationales des États, il est impérieux d'établir la coopération dans le secteur du tourisme. Cependant, force est de constater que le potentiel touristique de quelques États reste largement inexploité. En outre, de synergies fondées sur de diverses initiatives telles que la promotion conjointe du tourisme, la standardisation de nos services touristiques et la gestion des ressources touristiques nous aideront tous à exploiter au mieux les potentialités du secteur touristique de nos pays.
Directeur général du groupe Accor Hôtel, venu au Rwanda pour participer à ce 23e sommet international du Conseil mondial du voyage et du tourisme, a révélé que son groupe est prêt à investir massivement au Rwanda vu les opportunités de développement et le climat sain des affaires dans le pays. C'est dans une interview qu'il a accordée à la télévision nationale. Tout ce qui est durable, c'est hyper important parce que si on n'est pas capable de respecter la planète, si on n'est pas capable de moins consommer d'eau, si on n'est pas capable de réduire l'énergie, on ne sera pas capable de grandir. Et donc tout mon enjeu, il est très simple. C'est à chaque fois qu'on ouvre un hôtel, je suis en train de prendre de l'énergie à ceux qui en ont le plus besoin. C'est l'électricité, c'est de l'eau, c'est de la nourriture. Et donc surtout dans votre pays, dans tout le continent africain, franchement, à chaque fois qu'on ouvre un hôtel, je me pose une seule question. Est-ce que je vais contribuer plus que je ne vais prendre? Et donc ma façon de répondre à ça, c'est de dire que quand on ouvre un hôtel et qu'on a besoin de 50 personnes, eh bien on va pouvoir embaucher 48 personnes qui vivent à côté, qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont jamais travaillé. Et on va faire travailler des fermiers qui sont autour et dans lesquels on va leur prendre de l'agriculture et des produits pour les faire vivre. Et on va demander aux artisans de dessiner les meubles, dessiner les lampes. Et donc ça s'appelle une économie circulaire. Et si on arrive à faire ça, on se regarde dans la glace et on dit tiens, j'ai fait quelque chose pour quelqu'un d'autre. Mais c'est un équilibre assez difficile. Et c'est pour ça que je disais on stage, j'adore ce continent africain. Et je l'adore pas parce que je l'ai dans le bide, parce que vous avez quelque chose en termes de jeunesse, d'intelligence, de profondeur et surtout d'envie. Vous avez envie de vivre, vous avez envie de progresser, vous avez envie d'évoluer. Et donc si les Européens comme moi, on n'est pas capable de vous aider, c'est qu'on passe à côté de quelque chose d'important. Et en plus, je sais très bien que d'ici 15 ans, vous allez tous en Afrique représenter un tiers de la population mondiale. Donc j'ai terriblement besoin de vous pour que l'Europe continue à exister. Et j'adore le fait qu'on parle en français tous les deux au Rwanda. Donc j'adore que le français revienne. C'est important pour moi. Et je vous le dis, ça fait 5 jours que je suis ici. Je l'ai dit au président Kagame. Le sourire de cette famille rwandaise est un charme inouï. Vous avez quelque chose dans les yeux, dans le sourire, qui est plus grand que ce que j'ai vu un peu partout ailleurs. Donc c'est peut-être lié à votre histoire, mais c'est juste envie de vous embrasser. Donc voilà, donc je reviendrai très vite. Oui. Envisagez-vous de faire des investissements au Rwanda? Si oui, quel type d'investissement? Tout ce qui est, on est en train de travailler sur un bateau, sur le lac Kivu. D'ailleurs, le bateau, il est prêt, avec le groupe Mantis et des investisseurs ici rwandais. On a ouvert 3 hôtels Mantis aussi ici. On va probablement reprendre l'hôtel Umubano, qui était l'ancien Novotel, et puis Méridien, qui va devenir un Movenpick. Et puis on ne va pas s'arrêter là. Donc Accor a mis un fonds d'investissement avec Casada. Il y a beaucoup d'argent, il y a 500 millions de dollars pour investir justement dans une infrastructure hôtelière au Rwanda et dans les pays limitrophes. Donc ça va peut-être prendre 20 ans. Je sais le risque que je prends. Ça va peut-être pas être tout à fait rentable. Mais c'est pas grave, on a besoin de faire ça pour ce continent, comme on l'a fait d'ailleurs pour l'Amérique latine. Donc voilà, donc vous inquiétez pas, vous allez me revoir très vite. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. Les professionnels du tourisme se félicitent de l'augmentation constante des infrastructures nécessaires contribuant au développement du secteur. Actuellement, le tourisme représente 50% du produit intérieur brut du Rwanda. L'Office rwandais pour la promotion du développement, RDB, appelle à la poursuite de cet essor pour renforcer ce secteur. Patrick Nilidandi nous fait le point. Les chiffres de l'Institut national de la statistique du Rwanda indiquent qu'au premier trimestre de cette année, les PIB, produit intérieur brut du pays, a augmenté de 9,2%, le secteur des services ayant augmenté de 13%, tandis que le revenu de seuls hôtels et restaurants a augmenté de 42%. Les conférences et autres réunions organisées par le Rwanda au cours des 6 premiers mois de cette année ont contribué à une augmentation de 44% de la contribution totale du PIB du Rwanda. Les prestataires de services touristiques se sont montrés optimistes après les reculs enregistrés par l'ensemble du secteur après la pandémie de Covid-19. Le nombre d'hôtels a augmenté et de nombreux investisseurs se lancent dans le secteur. Les hôtels ne sont plus aussi chers qu'avant et les prix sont relativement abordables. Les gens ont confiance en la destination. Les hôtels sont de plus en plus fréquentés.
bya birori bakoreraga mu rugo byinshi basigaye baza kubikorera muri hoteli kubera ko ibiciro bijyanye na mikoro ya buri wese. Au cours de l'année 2022, le secteur du tourisme a généré 445 millions de dollars américains contre 164 millions de dollars en 2021, soit une augmentation de 171,3%. Les résidents locaux vivant aux alentours des lieux touristiques apprécient les systèmes de partage des revenus qui garantit que les communautés vivant autour des parcs nationaux du pays reçoivent 10% de tous les revenus touristiques. Nous les devons au tourisme et au bon leadership de notre pays qui nous ont aidés de nombreuses manières possibles, notamment en améliorant la qualité de l'hygiène et de la propreté un peu partout dans le pays. Chaque fois que nous allons dans la ville de Musanze, les gens reconnaissent directement que nous sommes des Kinigi. Le président directeur général de Aladibi, Francis Gattare, a noté que le pays reste déterminé à stimuler les secteurs, soulignant que la politique va dans ce sens. I must remind you that Rwanda was the first country, in fact, in the world. Je voudrais vous rappeler que le Rwanda est le premier pays au monde à avoir décidé de permettre aux étrangers de n'importe quel pays d'obtenir un visa à l'aéroport. Et les Africains qui possèdent leur passeport sont autorisés à voyager, visiter et travailler au Rwanda sans aucune restriction. Cela signifie que le Rwanda accueille toute personne souhaitant le visiter ou y vivre. What all this means is that Rwanda is a welcoming country to travel to, but to live in. Les revenus touristiques du Rwanda se sont élevés à 498 millions de dollars américains en 2019, soit le revenu le plus élevé enregistré dans le secteur. Le pays vise des recettes touristiques de 600 millions de dollars américains. Merci Patrick. Promouvoir le tourisme est un pari qui exige la protection et la sauvegarde de la biodiversité. Je vous propose de suivre les réalisations du Rwanda dans ce domaine, notamment la forêt naturelle de Gishwati, à l'ouest du Rwanda. Et c'est avec notre confrère Jean-Pierre Kagabo. La restauration de la forêt naturelle de Gishwati est l'un des défis du gouvernement du Rwanda après le génocide perpétré contre les Tutsis. Il y a eu des répercussions sur cette même forêt après donc, le génocide. Je suis joint avec Thérèse Faure Ngoga, un des conservateurs au sein du RDB, Office rwandais de développement. Où est-ce qu'on en est avec la restauration de cette forêt naturelle? Je vous dirais que la restauration est un programme continu. La superficie s'est dégradée jusqu'à ce que dans les années 70, on n'avait plus que 28 000 hectares. Et un programme du gouvernement a converti une partie de la forêt de ce temps-là, de la forêt naturelle. Une partie a été convertie en pâturage, une autre partie en forêt plantée avec des espèces exotiques, de façon que au début du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, on n'avait plus que 10 000 hectares de forêt naturelle. Mais cette forêt naturelle a été trop dégradée, envahie durant la période du génocide, de façon que après le génocide, on n'avait plus que 600 hectares de forêt naturelle. Et par après, on commençait des projets de restauration. On a eu le projet PAFOR, par exemple. Après, on a eu un projet de conservation de la zone de Gishwati. Et on est parvenu à ajouter autour de 800 hectares, de façon qu'on a maintenant un peu plus de 1400 hectares de forêt naturelle au niveau de Gishwati. La restauration est un processus continu parce qu'après le projet de conservation de la zone de Gishwati, on a eu aussi le projet La FREC qui était géré au sein de REMA, qui a joué un rôle ultime vers l'érection de Gishwati Mukura comme parc national en 2016. Et
c'est un exercice qui continue parce qu'on a encore des espèces exotiques à enlever de la forêt. Effectivement, quelle est la contribution de ce parc en ce qui est la promotion du tourisme au Rwanda? On sait qu'en tout cas, le Rwanda a mis beaucoup d'accent sur la promotion du tourisme. Le parc national de Gishwati-Mukura est à cheval entre le parc national des volcans et le parc national de Nyungwe. Il est sur la zone de la lisière du parc, du lac Kivu. Et c'est une zone. Oui, c'est une zone touristique, hautement touristique. Et donc, on attend beaucoup de ce parc en termes de tourisme, qui a l'unicité d'avoir des chimpanzés, par exemple. On a des chimpanzés au Rwanda que dans la forêt de Gishwati et dans le parc national de Nyungwe. On a d'autres espèces. On a des espèces floristiques qu'on ne trouve pas ailleurs. D'ailleurs, le nom de Gishwati est donné par une espèce d'arbre appelé Umushwati. Tout comme on a aussi des espèces qui donnent le nom de la zone où on est, de Kayove, l'espèce exactement. Donc, c'est juste un exemple, mais les gens pourront visiter le parc. La population avoisinante a déjà commencé à sentir l'existence du parc parce que les communautés avoisinant le parc bénéficient déjà du programme de partage des recettes du tourisme. Alors, vu les avancées enregistrées jusqu'à présent, quelles sont les perspectives d'avenir? Les perspectives d'avenir, c'est donc d'achever la restauration du parc qui en est maintenant à un peu plus de 80%. Et on est en train de récupérer la zone tampon et puis on devra la mettre en valeur, bien sûr, pour qu'elle bénéficie en même temps le parc et les communautés avoisinantes. Une chose à noter, c'est que le parc de Gishwati-Mukura a été déclaré réserve de biosphère de l'UNESCO. C'est une étiquette qui bénéficie aux gens à la communauté des affaires de la région, même aux communautés locales, parce qu'ils pourront bénéficier de cette reconnaissance globale pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir vendre leurs produits. Et c'est un élément aussi important à noter, surtout le jour où on est ici, c'est le jour où nous fêtons la journée mondiale des réserves de biosphère. Et c'est à propos que nous avons choisi de célébrer cette journée ici dans la réserve de biosphère de Gishwati-Mukura. Merci Télésphore. On ne peut pas parler du développement durable sans toutefois parler de la conservation. On regarde ici le poumon, Gishwati vraiment entre dans ce cadre. Je vous propose alors de suivre nos programmes. Sinon, je suis Jean-Pierre Kagao, ici à Gishwati, à l'ouest du pays. Merci Jean-Pierre. Des investisseurs dans le domaine du tourisme au Rwanda indiquent que c'est un secteur qui génère un grand revenu grâce aux infrastructures et aux lois relatives sur lesquelles le pays a mis un accent particulier. Les détails. Jules Mugabe, qui vient de passer près de 10 ans en effectuant des activités touristiques dans différents coins du Rwanda, exprime que l'investissement des individus ou sociétés dans le secteur du tourisme constitue une source de profit pour plusieurs personnes. Tout comme son collègue du même secteur qui dirige Kigali Atlantis Tour, Céline Muhoza, exprime que le tourisme, bien qu'il génère un revenu sans pareil, il a toujours besoin de plusieurs investisseurs. Les gens qui vendent les pièces de rechange en tirent profit, pareil pour les chauffeurs et ceux qui font le commerce des produits relatifs. Tout cela montre que ce secteur a une grande part de contribution dans le développement du pays. Les investisseurs participent beaucoup, mais on observe parfois une carence en termes de voitures professionnelles de tourisme dans la grande saison. Il y a ceux qui ont investi dans les écoles qui octroient une éducation autour de l'hôtellerie et l'hospitalité dans le cas de rendre durable le pas déjà franchi et surtout renforcer la capacité des agents de ce secteur, comme l'indique Alphonse Habimana, directeur de l'Institut Keta.
izo nama zose zibera mu Rwanda ni twebwe n'abana bacu bagira uruhare mu kubakira. Pour les conférences dans le Rwanda et autres, ce sont les élèves de notre secteur qui font que l'hospitalité soit excellente. Du coup, nos élèves reçoivent une opportunité d'exercer ce qu'ils apprennent en classe comme théorie. Le responsable du Forum des hôtels au Rwanda, Nsengiyumva Balakabouye, exprime que le gouvernement leur a permis d'avoir un fondement sur lequel ils basent leurs activités touristiques. Récemment, le gouverneur de la Banque centrale du Rwanda, John Rwangombwa, avait indiqué aux sénateurs que les services octroyés aux personnes qui effectuent les activités touristiques sont souvent payés en francs rwandais, à part les devises qui sont utilisées avant que les touristes entrent dans le pays. Au Rwanda, le tourisme est effectué par diverses catégories de personnes, surtout ceux qui visitent les parcs, les lieux touristiques et les musées historiques et tant d'autres comme le domaine culturel. Des réfugiés vivant au Rwanda s'inquiètent de la réduction ou de la suppression de l'aide habituelle qu'ils reçoivent car ils estiment que cela va impacter leur vie au quotidien. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, branche du Rwanda, affirme que ces changements sont dus au fait que seuls 37% des fonds des bailleurs ont pu être rassemblés et cela a des répercussions sur la réduction des moyens mis à la disposition des réfugiés et que ces derniers seront invités à travailler pour combler cet écart. Patrick Nilidandi pour les détails. Arabié s'est rendu au camp des Mahama, basé en district de Kirehe, et on constate sur place un va-et-vient ininterrompu des réfugiés, chacun vaquant à ses occupations. Alors qu'en ce mois de novembre, il est prévu des changements par rapport aux allocations apportées aux réfugiés vivant au Rwanda, certaines allocations vont être complètement supprimées et d'autres vont être réduites dans une certaine mesure. De plus, ceux qui utilisent déjà du gaz continueront à en recevoir car il est disponible dans le magasin, tandis que ceux qui ont reçu de l'argent pour acheter du bois de chauffage ne recevront pas. Et les malades qui ont été envoyés à l'extérieur des camps ne bénéficieront plus de ces services si nécessaire. La porte-parole du HCR, le Haut-Commissariat pour les réfugiés, Lili Karlesi, a expliqué la principale raison de la baisse de ces allocations et de la suppression pour d'autres. Actuellement, 6% de tous les réfugiés vivant dans le camp au Rwanda ne reçoivent pas d'assistance. 3% ne peuvent pas le faire. 9% ne sont pas dans les camps, ce qui signifie qu'ils ne reçoivent rien d'autre que des soins médicaux. Les dirigeants de ces réfugiés estiment qu'un plaidoyer doit être fait pour que leur assistance soit maintenue car nombreux sont ceux qui seront affectés par cette décision ou cette suppression des fonds alloués. Entre-temps, certains réfugiés qui ont fait les pas pour avoir d'autres activités génératrices de revenus, ce qui a changé leur vie par rapport à celle antérieure des réfugiés dépendant des seules aides humanitaires. Selon le ministère en charge des réfugiés ainsi que ses partenaires, la solution durable est que ces réfugiés acceptent de se lancer dans des formations et autres programmes d'auto-éducation déjà en place. Au Rwanda, il y a 134 519 réfugiés, dont 62,2% sont des ressortissants de la République démocratique du Congo, 37,2% du Burundi et 0,5% d'autres pays. La Banque rwandaise de développement a signé un accord de prêt de 20 millions d'euros avec l'Agence française de développement qui sera utilisé dans des projets destinés à la protection de l'environnement au Rwanda. Ce prêt équivalent à près de 26 milliards de francs rwandais couvrira toutes les activités du fonds Ireme Invest qui est prévu pour soutenir les projets en rapport avec des agents du secteur privé dans le domaine de la protection de l'environnement. Un fonds initié par le président Kagame au cours de la conférence COP27 qui s'est tenue en Égypte au mois de novembre de l'an 2022. La directrice générale de BRD, Madame Kameta Sainzoga, invite tous ceux qui ont des projets liés à la protection de l'environnement à les présenter vu que les fonds y relatifs sont disponibles.
Et aussi, donc, ça vise à financer effectivement des projets qui permettent au Rwanda de remplir ses objectifs en matière d'adaptation au changement climatique, de réduction notamment des gaz à effet de serre, de l'empreinte carbone, etc. Et c'est d'autant plus essentiel que votre pays est très affecté par les aléas climatiques. On l'a vu récemment avec ces inondations catastrophiques qui ont eu lieu de mémoire au mois de mai là, du côté de Rubavu. Là, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.